Coucou les petits potes, bienvenue dans ce nouveau podcast du coup où on va parler d'un métier, mais d'une passion qui est devenue un métier, si on peut appeler ça comme ça. C'est ça. Même si c'est plutôt évident derrière nous, quelle est cette passion qui est devenue ton métier, Lucas? Eh ben, je suis caviste. Donc caviste, qu'est-ce que c'est? Je vends du vin, tout simplement. Je conseille aux gens d'acheter des bouteilles de vin en fonction de leur mets, de leurs envies. Voilà, c'est ça. Et du coup, d'où t'es venue cette passion pour le vin? En fait, déjà depuis l'adolescence, j'ai toujours bien aimé bien manger. J'ai toujours eu cet attrait un peu pour les bonnes choses. Je pense que ça vient de mes parents. Petit à petit, déjà dès le moment, dès que j'avais 18 ans, je commençais même à boire du vin. Pendant qu'il y avait des copains qui buvaient de la bière, moi je commençais déjà à ouvrir des bouteilles de vin. Et on se faisait des soirées avec certains potes, des soirées bon vin, bon moment, avec un bon repas. Donc voilà, déjà petit à petit, j'avais déjà cet attrait pour ça. Puis moi, donc, avant ça, j'ai pas été caviste dès 18 ans parce que peu de gens, au bout de à la sortie de l'adolescence, se disent je vais travailler dans le vin, c'est bizarre. Sauf quand on a peut-être travaillé dans les vignes ou quoi. Oui, c'est ça, sauf si on est fils de vigneron. Mais en tout cas, caviste, à 18 ans, ça n'existe pas. Donc moi, j'ai fait des études de cinéma parce que j'adorais le cinéma. Enfin, j'adore toujours. Donc je faisais des études de cinéma, mais à côté de ça, je travaillais dans un bar à vin pour me faire un peu d'argent pour payer mes études. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, la passion du vin a pris le dessus sur la passion du cinéma. Okay. Mais j'ai tout arrêté, mes études, et je me suis dit allez, let's go, c'est parti. J'ai refait une formation pour être caviste en 1 an, professionnalisant. C'est un CQP, certificat de qualification professionnelle pour être caviste. J'ai fait de l'alternance chez un caviste à Lille, puis après j'ai été 2 ans à Paris, et 2 ans à Lyon, et là je suis caviste à mon compte. Du coup, on est dans ta cave. Oui, chez Saint et Soif, bienvenue chez Saint et Soif. À Lyon, du coup. À Lyon, voilà, dans le 6e arrondissement. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de passage sur Lyon, venez voir Lucas. Avec plaisir. Parce que du coup, en plus de ça, ta cave a une particularité, c'est que la majorité, ou même tous tes vins, sont des vins bio, naturels, voilà. Biodynamiques, c'est ça qu'on dit? Ouais, je vends que des vins bio, biodynamiques au naturel, exactement. Des petits producteurs que je connais, on va dire pour la plupart, que je suis allé rencontrer et que j'avais envie de faire découvrir aux gens de Lyon. Et voilà, donc c'est très important pour moi de connaître les producteurs avec qui je travaille, en partie en tout cas. En tout cas, ils sont tous minimum bio, ouais. Ok, et du coup, alors c'est quoi la différence entre bio, biodynamique et vin naturel? Alors, ça peut durer longtemps, l'explication. Mais en tout cas, un vin bio, quand on parle de la biologie pour un vin, c'est à la vigne. Donc ça veut dire que la vigne ne doit pas être traitée chimiquement, on ne doit pas mettre de produits qui ne soient pas naturels, donc pas d'insecticides, pas d'herbicides, pas de Roundup. On travaille la terre de manière naturelle. Donc ça, c'est pour les vins bio. La différence entre un vin bio et un vin naturel, c'est qu'un vin nature est forcément bio, alors que l'inverse n'est pas vrai. Okay. Donc un vin nature est forcément bio à la vigne. Et donc la différence entre un vin bio et un vin nature, c'est surtout à la vinification que ça va se passer. C'est que pour faire le vin, on peut rajouter un nombre de produits œnologiques énorme. On s'en rend pas compte parce que c'est pas marqué sur une bouteille de vin. Quand tu achètes des cookies au supermarché, c'est marqué la liste des ingrédients. Mmh. Et là, non, pas du tout. Donc en fait, on se rend pas compte, mais on peut rajouter plein de choses. Donc les vins que je vends, ça va être surtout des vins qui ne sont pas dans les grandes lignes levurés. Donc c'est les levures naturelles qui sont sur la peau des raisins qui font fermenter le raisin en vin. Okay. Ils ne sont pas chaptalisés, donc on ne rajoute pas de sucre. Ils ne sont pas acidifiés. On peut acidifier un vin. Par exemple, quand un millésime est trop chaud, on peut rajouter de l'acide pour que ça soit plus vif, plus acide, plus frais. Mais donc du coup, c'est pas la vraie acidité qu'il y a dans le raisin au départ. On peut filtrer, on peut coller. Donc ça, c'est tout plein de termes techniques, mais on peut faire pas mal de choses. Et surtout, on parle beaucoup dans les vins nature des sulfites. Et les sulfites, donc c'est une sorte de médicament. C'est un produit qui protège le vin de l'oxydation, des maladies, des bactéries. Donc en soi, c'est bien. Mais malheureusement, à forte dose, c'est ça aussi qui donne mal à la tête le lendemain. Et qui, pour moi,
restreint un petit peu, contraint un peu le vin de s'exprimer. Donc l'idée, c'est d'essayer de proposer des vins qui soient bons pour la terre, donc qui soient en bio, et qui soient bons pour aussi nous, même si bien sûr il y a de l'alcool, donc il faut toujours faire attention, mais essayer d'avoir de moins de produits œnologiques, d'intrants dans le vin pour que ça soit le mieux possible pour soi-même. Et qu'il soit aussi buvable parce que bien sûr, les vins nature, tout vin nature ne veut pas forcément dire un vin meilleur, un vin bon, c'est une façon de le faire. Donc moi, ce que j'essaie de proposer, c'est des vins naturels, mais qui soient buvables, qui soient bons, qui respectent aussi le terroir sur lequel il est. Donc moi, je ne suis pas non plus un ayatollah ce qu'on appelle du sans soufre, du sans sulfite ajouté. Je veux que le vin soit avant tout buvable et apprécié. Parce que ça reste à boire dans des conditions conviviales, enfin, que voilà. On passe un bon moment, quoi. Ouais, c'est ça. On veut que ça soit un bon moment. Le vin, ça a un coût, c'est pas forcément utile, je veux dire c'est un plaisir, donc on se paye un plaisir, donc autant en passer du bon temps. Donc quand on ouvre une bouteille, j'essaye avant tout de proposer des vins qui soient bu tout de suite sans forcément d'avoir trop de conditions. Alors bien sûr, malheureusement ça arrive, hein. Moi je travaille avec des vignerons qui font ce qu'on appelle du 0-0, donc du sans soufre, sans aucun intrant. Et certaines fois, c'est des vins qui sont vivants, qui sont naturels, donc ils peuvent bouger. Il y a des moments de fermeture, des moments où ils s'ouvrent pleinement. Ça, c'est comme nous, hein, je veux dire, nous les êtres humains, il y a des moments où on est en bonne santé, on se sent bien, il y a des moments où c'est plus dur. Le vin, voilà, c'est aussi ça. Mais dans tous les cas, je ne veux pas de vin avec des défauts majeurs. Donc voilà, des défauts, quand je parle de défauts, je parle de brette, de champignons, ce genre de choses. Des vins qui est le goût du vin et du sol là où il est planté. Et on n'a pas abordé le terme biodynamique. Oui, la biodynamie. Donc là, la biodynamie, c'est pareil. La biodynamie, il faut forcément aussi être en bio. Parce que alors, le vin naturel, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de label. Tout le monde peut dire je fais du vin nature. Okay. Il n'y a pas de cahier des charges. C'est un peu en fonction du feeling du vigneron. Alors qu'un vin biodynamique, il y a des labels, il y a des cahiers des charges à respecter. La biodynamie, c'est être bio aussi à la vigne et prendre en compte d'autres choses comme le mouvement de la lune, faire des préparations biodynamiques. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est des préparations naturelles à base de plantes, d'orties, de prêles ou, par exemple, même de bousses de vache qu'on va enterrer dans le sol. C'est très ésotérique, hein, on y croit, on n'y croit pas. C'est un petit peu l'homéopathie du vin. Essayer de dire que le vin, c'est pas que la vigne, c'est aussi le sol, le ciel et l'être humain aussi qui le fait. Tout ça vit dans un tout et essayer de faire au mieux possible, de protéger la plante, prévenir plutôt que guérir. C'est aussi faire des actions au moment de la vinification en fonction de la lune. Mettre en bouteille, sulfiter ou pas en fonction de la lune, parce que voilà, la lune a une importance, on le voit par exemple pour les marais. Chacun est libre de croire ou pas. Moi, ce que j'aime dans les vins en biodynamie, c'est le discours qu'a le vigneron. Je me rends compte que j'ai plus d'attrait pour ce type de vigneron parce qu'ils se posent des questions, ils n'essayent pas de dire on fait comme ça, on a toujours fait comme ça, donc on fera comme ça. Ils se posent des questions, essayer de faire au mieux. Bien sûr, moi, si on met un vin en biodynamie à l'aveugle, c'est-à-dire je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas dire tiens ce vin est en biodynamie, ça n'a pas un impact sur le goût, mais en tout cas les vins que j'aime le plus sont majoritairement en biodynamie. Parce que je trouve que les vins sont plus vivants, vibrants aussi, et que j'aime en plus derrière le discours du vigneron. Ouais, donc toi du coup, comme tu es face à eux, parce que toute l'histoire qu'ils te vendent derrière leur manière de faire, toi du coup tu achètes un peu l'histoire. Mais donc après, toi, ton enjeu, c'est quand même de retransférer cette histoire-là aux gens qui veulent acheter du vin. Exactement. Moi, c'est aussi ça, hein, le rôle du caviste, c'est donc, quand tu viens chez un caviste, c'est de chercher un conseil, mais aussi d'avoir une histoire à entendre. Moi, c'est pour ça que j'essaie de connaître un maximum les vignerons avec qui je travaille, pour essayer de raconter un petit peu leur histoire. Ouais, vraiment, ce que j'aime dans la biodynamie, c'est vraiment toujours ce questionnement, d'essayer de toujours vouloir faire mieux, que rien n'est jamais acquis. Le vigneron va dire tiens, j'ai essayé ça, j'ai vu que ça avait marché au début, puis en fait c'est compliqué, donc je reviens, j'essaie de faire autre chose. Toujours essayer de faire mieux, de faire bon aussi. Et façon d'ailleurs, un exemple parfait, hein, les plus grands domaines en France, les plus cotés on va dire, sont en biodynamie. Ils le disent pas forcément, on peut être en biodynamie sans avoir le label. On ne le met pas sur l'étiquette et on peut y travailler comme ça. Ça montre quand même que les plus cotés sont quand même attirés par ça, quoi. En fait, au final, c'est un peu créer un rapport avec ton exploitation, comme tu pourrais créer un rapport avec tes bêtes quand tu es agriculteur. Exactement.
Il y a une vraie relation entre ton Ouais. agriculture et toi, quoi. Exactement. Moi, j'ai discuté avec des vignerons qui m'ont dit, par exemple, une des préparations biodynamiques les plus connues, c'est la silice. Donc, c'est une sorte de roche. Donc, la biodynamie, c'est dynamiser un produit. Donc là, en l'occurrence, la silice, dans de l'eau et de donc dynamiser dans un sens puis dans l'autre pour créer ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Donc, c'est d'où le lien avec l'homéopathie. Et après, cette eau, on va la pulvériser à toute petite quantité sur la vigne. Et la silice a vraiment un rôle par rapport au soleil et à la feuille de vigne. Quand ils pulvérisent ce produit, ils voient leur vigne vraiment se relever, se tourner vers le soleil. C'est assez impressionnant. Moi, je trouve ça génial. Après, je ne suis pas scientifique. On peut ne pas y croire, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fiche complètement. Quand je bois un vin, je ne me dis pas, tiens, il faut absolument qu'il soit en biodynamie. Moi, je veux juste prendre du plaisir. Et la majorité des vins avec lesquels je prends du plaisir, c'est ceux qui sont en biodynamie. Et donc, du coup, tu disais, toi, tu mets un point d'honneur à connaître tous les gens avec qui tu travailles. Un maximum, c'est compliqué parce que parfois, moi je vends du vin de partout, essentiellement en France, mais du vin de partout en France, c'est génial, on en fait partout. Donc c'est pas forcément évident de travailler avec... La plupart des vignerons avec qui je travaille, qui viennent de cette région, j'essaie d'aller les rencontrer, d'aller les voir, parce que c'est facile. Je vends des vins comme celui-ci, c'est un vin qui est à côté de Nantes. Bon, c'est pas à porte à côté. On peut faire des salons, ce genre de choses. Parfois, c'est des agents, donc c'est ceux qui vendent, qui représentent le domaine, qui viennent, et donc je goûte avec l'agent. Mais oui, j'essaye vraiment, de toute façon c'est la meilleure partie de mon métier, c'est d'être dans les vignes, d'aller discuter avec les vignerons. Quand il est 10h du matin un mardi et que tu es dans les vignes, dehors, et que tu parles de vin, franchement c'est génial. C'est la folie. Ouais. Tu as combien de références ici à peu près en moyenne, parce que j'imagine que ça varie. Mais... Oui, ça varie, mais j'avais à peu près compté la dernière fois, je pense 200 à peu près, en comptant les bières, les spiritueux. Quand je dis spiritueux, c'est tout ce qui est alcool fort. Mais à peu près 200, ce qui est plutôt bien, parce que la cave, elle a même pas un an, enfin bientôt, dans 5 jours, elle aura un an. Donc non, c'est pas mal. Et du coup, plus de rouge que de blanc, parce que vous voyez pas l'envers du décor, mais derrière, c'est le vin blanc et quelques spiritueux. Exactement. Oui, quand même plus de rouge. Je vends quand même beaucoup de blanc, mais majoritairement, c'est quand même des rouges. Ouais, il y a quand même cette culture française où c'est plutôt rouge quand même. Ouais, même si c'est cool le blanc, parce que ça se boit vraiment à n'importe quel moment. Moi, je crois que j'ai plus d'attrait pour le blanc, mais ça, c'est mes goûts personnels. Mais est-ce que t'arrives à avoir autant de complexité qu'un rouge dans un blanc ? Bah oui, pourquoi il n'y aurait pas plus de complexité dans un blanc que dans un rouge ? C'est une bonne question, j'en sais rien. Oui, moi j'ai pris des énormes claques en buvant des vins blancs. C'est dans un autre style, c'est sûr, il faut aimer. Il faut aimer l'acidité. En fait, l'acidité dans un vin, que ce soit dans un rouge, dans un blanc, mais surtout dans un blanc, c'est la colonne vertébrale du vin. Et s'il n'y en a pas, t'as un vin plat. Et moi, j'aime l'acidité, donc j'aime beaucoup les vins blancs. Parce que c'est vraiment le côté, ça peut se boire n'importe quand. Et du coup, comment, toi, en tant que caviste, tu trouves ces gens qui vendent ce genre de vin, ou qui les produisent, pardon ? La liste des vignerons avec qui que je travaille actuellement, elle s'est élargie au fur et à mesure de mon expérience de caviste. Donc au début, je travaillais pour quelqu'un qui proposait déjà des vignerons, donc moi j'ai appris à les connaître. Puis après, c'est à force de faire des salons, donc des salons professionnels où vraiment tu vas à la rencontre du vigneron qui propose les vins, un peu comme le salon des vignerons indépendants, mais version pro, on crache. D'aller voir les vignerons directement aussi, donc au domaine. Là, moi, j'ai un grand cercle forcément d'amis, de réseaux, de cavistes. On se donne des tuyaux. C'est toujours, tous les jours, essayer de trouver des nouveaux vignerons à chaque fois. C'est ça aussi qui est génial, c'est que c'est un métier qui évolue en permanence. On en apprend tous les jours, donc c'est vraiment génial. Est-ce que des fois tu te dis, vas-y, je prends la caisse, je vais à tel endroit et puis je vais frapper à des portes ? Alors, oui et non. Il y a, je pense, les domaines, on va dire, des grands domaines, parce que moi, du coup, je travaille donc que des domaines qui sont en bio, en biodynamie ou naturel. Il faut l'avouer, c'est pas des gros domaines en termes d'hectares. C'est des petits domaines qui sont à fond dans les vignes. Et donc, ils n'ont pas forcément le temps de recevoir. C'est pas des domaines qui ont un espace d'accueil parfois, comme les gens peuvent faire en disant, allez, je vais aller visiter les vins d'Alsace. Je vais aller dans des caveaux et voilà, et tous les caveaux ouverts, je vais aller goûter.
Moi, les vignerons avec qui je travaille, la plupart du temps, ils travaillent qu'avec des professionnels. Et donc, du coup, quand on va les voir, c'est sur rendez-vous. On ne peut pas y aller sur un coup de tête comme ça. Ça se prépare. Mais par contre, après, tu passes un super moment, quoi. Donc, puis de toute façon, c'est ça qui est génial, c'est que moi, les gens que je rencontre, ils sont un peu comme moi. C'est-à-dire, ils sont bons vivants, ils aiment bien manger, ils aiment bien boire. Et donc, du coup, c'est souvent des bons moments où on mange ensemble. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on discute, qu'on se rencontre et qu'on apprend à se connaître. Et du coup, tout à l'heure, tu me disais, avant qu'on enregistre, la passion du vin, elle vient un peu quand tu es un bon vivant, je pense. Ouais, quand même. Hein. Bah, de toute façon, le métier du vin, enfin le métier de caviste en tout cas, on me demande souvent quelles études il faut faire. Je pense qu'il y a plein de manières différentes d'être caviste, mais il faut être avant tout un passionné. C'est vraiment un métier de passionné. Tu peux apprendre le vin sur le tas et puis faire des stages chez les caves et puis au fur et à mesure être caviste, entre guillemets, et pouvoir y travailler. Tu peux faire des formations. Il y a plein de formations différentes. Je pense qu'avant tout, il faut avoir forcément cet attrait-là et cette passion pour les bonnes choses, travailler ton palais, travailler ton nez. Moi, je pense que c'est hyper important. Aller dans les vignes, aller voir comment ça se fait, aller voir comment ça se passe, aller goûter plein de vins différents. C'est ça pour moi être caviste. Et donc forcément, oui, c'est passionné avant tout. Ouais. Tu avais déjà bossé dans les vignes quand tu étais étudiant ou quoi, faire les vendanges ou... Non, non, j'ai déjà fait les vendanges. La première fois que j'ai fait des vendanges, j'avais quand même déjà j'avais 20 ans, j'avais déjà cet attrait un tout petit peu. Mais moi, je viens pas du tout, enfin voilà, je viens du Nord, hein, donc le Nord, il n'y a pas de vignes. Je fais pas partie de ce milieu-là, donc j'ai jamais vraiment appris, j'ai jamais eu... c'est arrivé sur le tas, quoi. Après pendant mes études, juste parce que j'étais un bon vivant avant tout et que voilà, moi je me suis intéressé, j'y suis allé. C'est un vrai entre guillemets, c'est un vrai travail parce que j'ai pas un oncle, un parent, un grand-parent qui m'a dit bah tiens, viens faire les vendanges, viens voir un peu comment ça se passe. Non, c'est moi en fait au culot, voilà, je suis allé vendanger la première fois dans la famille d'un copain en Bourgogne. Je me suis dit mais c'est génial, quoi. J'avais plein de questions à poser aux vignerons. Ils me disaient mais arrête de m'emmerder. Et voilà, vraiment, je me suis dit putain, mais j'aime bien quand même ce milieu-là. C'est quand même... moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir le vin. Pour moi, c'est un vrai patrimoine, quoi. C'est une vraie culture. Un peu comme la bière, au final. De quoi ? Un peu comme la bière. La bière, ouais, bien sûr, la bière. Maintenant, on fait des très, très bonnes bières. Après, voilà, je veux pas comparer vin et bière, mais ce que j'aime beaucoup, en tout cas, dans le vin, c'est... Tu as vraiment une notion de terroir, une notion de sol, c'est-à-dire qu'un vin qui va être fait dans le Beaujolais sera complètement différent d'un vin qui sera fait à Bordeaux, par exemple. Pas les mêmes sols, pas les mêmes cépages, pas les mêmes ensoleillements. Et la bière, entre guillemets, tu peux faire une recette un peu partout. Mais on a quand même des très très bonnes brasseries, des micro-brasseries et des crafts qui sont géniales. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, le vin, tu es hyper dépendant de la terre, quoi. Ouais, tu peux pas faire du vin partout, hein. On me dit souvent avec le réchauffement climatique, ça y est, on va commencer à faire du vin dans le nord de la France. Et d'ailleurs, c'est le cas, on en fait un peu sur les terrils. Mais oui, on va peut-être pouvoir planter de la vigne plus tard parce qu'il fera un peu plus chaud. Mais le sol en lui-même, ça ne sera pas intéressant pour la vigne. Parce qu'on ne plante pas de la vigne n'importe où. Il faut des sols pauvres qui mettent un peu en concurrence la vigne. Et dans le nord, c'est beaucoup de sols d'agriculture autre que, en tout cas, que la vigne. Parce que du coup, donc, la vigne, elle a besoin d'être un peu en galère de ressources. Exactement. En fait, la vigne, avant tout, c'est une plante rampante. C'est-à-dire que si tu t'en occupes pas, elle va prendre tout l'espace possible et imaginable. Et nous, ce qu'on aime dans le vin, c'est pour avoir des très bons arômes, un goût puissant, enfin voilà, de la complexité, il faut, entre guillemets, stresser un petit peu la vigne pour qu'il y ait le moins de raisins possible sur le pied et que chaque grain de raisin soit gorgé d'arômes, de sucre. Et donc du coup, il faut des sols pauvres, que les vignes aillent vraiment profondément dans le sol pour aller chercher tous les nutriments dont elle a besoin. Et après, toi, l'homme, forcément, doit s'en occuper, donc tailler, ce genre de choses, et bourgeonner pour avoir le moins de bourgeons possible, pour avoir le moins de grappes. Enfin, il faut s'en occuper. Et donc du coup, le sol, avant tout, c'est hyper important. Donc si tu as un sol qui est riche, la vigne, elle va se multiplier. Et en fait, les raisins vont pas être bons de base. Et
façon, tous les vignerons te le diront, pour faire un bon vin, il faut du bon raisin. Mais C'est le après, plus important. Rien à voir avec le raisin consommé aujourd'hui en tant que fruit. Non, oui, il y a différentes espèces, on va dire, de vignes. De vignes. Et pour faire du vin, c'est Vitis vinifera. C'est une espèce de vigne qui est vraiment faite pour ça, justement, dont les raisins sont adaptés, on va dire, à la fermentation pour faire du bon vin. Même si, tu vois, il y a certains cépages, donc les variétés de raisins, qui sont en même temps des raisins de table et des raisins de vin, comme le muscat, par exemple, on mange du muscat et on en fait aussi pour faire du vin. Mais c'est très rare. Quand tu disais j'ai appris par moi-même et tout, mais il y a quand même des termes techniques, voire scientifiques de fou furieux. Est-ce que ça, tu les as acquis pendant ta formation ou tu t'y intéressais déjà avant ? Non, oui, bien sûr. Si tu peux faire une formation, c'est génial. Hein. Enfin, moi, ma formation en 1 an, c'était en alternance. C'était hyper intéressant puisque tu avais vraiment des cours très techniques et en même temps, tu pouvais le reproduire aussi en réel à la cave. Tu apprends tous les jours, tu découvres et donc les termes techniques, c'est au fur et à mesure. Tu peux pas tout apprendre d'un coup. Il y a encore plein de choses que je ne connais pas et notamment surtout sur la vinification, sur comment on fait du vin parce que mine de rien, j'ai fait des vendanges mais ça s'est arrêté là. J'ai pas été après dans l'étape où on fait le vin et encore là-dessus, il y a tellement de choses à savoir. Donc les termes techniques, il y en a plein mais ils s'apprennent au fur et à mesure. Pour vendre du vin, tu n'es pas obligé d'apprendre en tout cas les termes techniques. Le plus important, c'est de savoir un peu de différencier, de savoir ce vin-là, il a tel goût, il irait bien avec tel repas. Et puis voilà, les gens, quand ils viennent acheter du vin, ils savent pas, ils s'en fichent que ce vin il soit fait en macération carbonique ou si c'est de l'infusion, terme technique. Et du coup, pour les novices du vin comme moi, ouais. Il y a combien de gros cépages en France ? Ouf. Parce que du coup, alors qu'est-ce qu'on met derrière le mot cépage ? Donc cépage, c'est la variété du raisin. Donc c'est les plus connus, par exemple, en blanc, c'est le chardonnay, c'est le sauvignon, c'est le riesling, en rouge, c'est le pinot noir, le grenache, la syrah, le merlot, enfin voilà. Donc ça, c'est les cépages. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est sûr et certain qu'on utilise un tout petit pourcentage de tous les cépages qui existent. Je pense que 5% des cépages qu'on utilise en France représentent 98% des cépages exploités. Non, c'est l'inverse. 98% des cépages en France qu'on utilise représentent même pas 5% des cépages total cultivables dans le monde, quoi. Donc c'est le chardonnay, c'est un cépage qu'on plante partout en France, mais il y en a tellement de variétés. Et surtout, il y a eu au 19e siècle une bête, un insecte qui a ravagé la vigne en France. Ça, les gens ne le savent pas, mais en 1850, tu as un insecte qui a bouffé toutes les racines de toutes les vignes, qui les a tuées. Et la seule solution qu'on a eue, c'était de faire importer des pieds de vigne américains, parce que les pieds de vigne américains résistaient à cet insecte. Et du coup, on a dû greffer tous les cépages sur ce pied de vigne américain et les replanter dans le sol. Sauf que, entre-temps, on a perdu tellement de nombre d'hectares plantés. Maintenant, en fait, là, il y a à peu près 1 million d'hectares de vignes plantées en France. Mais c'est 1/5 de ce qu'il y avait avant, en fait. Il y avait plein de régions où il y avait plein de vins et maintenant il n'y en a plus parce que à cause de cet insecte. Voilà, bien sûr, je n'ai plus le nom en tête. Alors que c'est la base de la base. Mes copains cavistes, quand ils vont regarder, ils vont se moquer de moi. Le temps que ça te revienne, ouais. Parce que du coup, moi, j'allais te poser cette question parce que je l'ai entendu quelque part et je me demande si c'est pas toi qui me l'as dit quand on est venu la dernière fois. Et du coup, c'est pas sous Napoléon ou quoi que ça s'est passé en 1850, ouais, c'est Napoléon III. Et heureusement qu'il y avait les pieds de vigne américains qui résistaient à le phylloxéra. Voilà, c'est le nom de l'insecte. Faut le sortir quand même. Ouais, mais c'est la base. Phylloxéra, voilà, qui a ravagé le vignoble français. Du coup, le fait de greffer nos vignes françaises sur des pieds de vigne américains, ça a changé aussi, ça a modifié le goût des cépages qu'on avait avant. Et surtout, ça a réduit énormément donc, le nombre d'hectares en France. Ça a modifié le visage viticole français. Et maintenant, voilà, on a le goût de nos vignes greffées.
Il reste encore quelques hectares de vignes qu'on appelle en francs de pied, ça veut dire les pieds sont directement plantés dans le sol. Mais en fait, les vins qu'on boit aujourd'hui sont complètement différents des vins qu'on buvait du coup il y a 100 ans, 150 ans. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, il y a encore des gros domaines là, qui proposent du vin en francs de pied, ouais. Un tout petit peu. Et le goût est complètement différent, c'est fou. Mais si les gens veulent en goûter, c'est quoi Compliqué. C'est compliqué, j'en ai pas moi ici. J'en ai pas. Je réfléchis quand même, mais non. En fait, il faut des sols très particuliers, des sols de sable, par exemple, parce que l'insecte existe toujours. Hein. Mais dans le sable, il a du mal à se déplacer, donc du coup, a du mal à faire des ravages sur ce terroir-là. Donc la plupart des vignes plantées en francs de pied, elles sont sur ces terroirs-là, sur des types de sable. Moi, je me rappelle surtout, une fois, j'avais goûté un Sauvignon. Donc le Sauvignon, c'est un cépage blanc qui est assez connu, les gens connaissent un petit peu, notamment sur l'appellation Sancerre ou Pouilly-Fumé. Donc on a vraiment en tête le goût du Sauvignon, très exotique, un peu agrume comme ça, que beaucoup d'ailleurs n'aiment pas. Et j'avais goûté un Sauvignon planté en francs de pied, qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on peut boire actuellement, quoi. C'est fou, c'est fou. Je sais pas pourquoi je parlais du phylloxéra, là. C'est quoi la question de base déjà ? Attends, je me souviens plus. Je t'avais demandé combien de cépages en Ah oui, France, voilà, tu parlais des cépages. Et donc, du coup, voilà, en fait, maintenant, voilà, c'est ça, je voulais en venir là, merci. Suite à ça, suite au phylloxéra, en fait, on a replanté d'autres cépages. On en a profité pour replanter d'autres cépages jugés plus qualitatifs, mais du coup, en plus grande quantité. Et en fait, maintenant, il y a plein de cépages qu'on appelle des cépages oubliés, qu'on a perdus, et qui maintenant aujourd'hui pourraient résister un peu au réchauffement climatique. Parce que le problème, c'est que d'avoir cloné beaucoup du même cépage, d'avoir exactement le même cépage toujours au même endroit, quand tu as une maladie particulière qui va très bien sur ce type de cépage-là, elle se déploie partout et du coup, c'est très compliqué maintenant aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus de vignerons qui reviennent avec ces cépages un peu autochtones, un peu oubliés, qui sont plus rustiques, qui sont peut-être moins bons, mais qui pourront peut-être à l'avenir pouvoir résister justement aux fortes chaleurs ou au gel qui ravage énormément. Et peut-être devoir nous réapprendre à aimer, à goûter le vin. Ça, je parle de ça peut-être dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est intéressant en fait. Il y a quelques vignerons qui se sont penchés un peu là-dessus, de savoir ce qu'on ne devrait pas modifier là, maintenant tout de suite notre embryon viticole avec d'autres cépages. Et tant pis si c'est un peu moins bon, mais au moins on aura du vin. Ou alors, tant pis, on va droit dans le mur et on arrête de boire du vin. Et puis voilà, de toute façon, c'est quand même une monoculture. Hein, donc est-ce que c'est bien aussi pour la planète ? Je sais pas ça. Mais ça consomme beaucoup d'eau, le vin ? Alors maintenant, aujourd'hui, on a le droit d'irriguer dans certains endroits, sur certaines conditions. Mais normalement, c'est interdit l'irrigation en France. Ok. Par contre, dans d'autres pays, en Argentine, tout ça, ils irriguent. Complètement débile. L'eau, on n'a pas forcément beaucoup besoin. Non. Justement, c'est ce que je disais avant, c'est qu'il faut la mettre un peu en stress, mais pas non plus énormément. Il faut quand même qu'elle ait un peu d'eau. Donc c'est pour ça que là, en ce moment, il pleut bien. Là, c'est bien. Tant pis pour nos mois de mai, nos ponts du mois de mai. Mais par contre, là, la vigne, elle puise, elle fait ses réserves d'eau qu'elle n'aura pas pour l'été, parce qu'on a des étés de plus en plus chauds. Et le problème, c'est que quand la vigne, après, elle manque vraiment trop d'eau, elle arrête de faire mûrir les raisins. Elle se protège, en fait, c'est un système de défense. Et au lieu de faire mûrir, de balancer toute son énergie dans les raisins pour les faire mûrir, elle se protège, elle. Et du coup, après, tu as des raisins pas mûrs du tout. On aurait tendance à dire l'inverse, puisque plus il fait chaud, plus les raisins sont mûrs. Oui, mais si ça manque vraiment trop d'eau, la vigne arrête de faire mûrir. Et donc, du coup, après, tu n'as plus de raisins assez gorgés en sucre pour faire du vin. Donc, il faut un bon équilibre, il faut quand même de l'eau. Mais par contre, moi, si j'apprends qu'un des domaines avec qui je travaille, en fait, irrigue, ça n'a plus aucun sens. Et du coup, j'arrête de travailler avec lui. Déjà, ça consomme quand même pas mal d'eau parce que, en fait, pour faire du vin, après, au moment de la vinification, quand tu veux être propre, il faut beaucoup nettoyer. Et du coup, ça consomme déjà pas mal d'eau. Alors, du coup, si en plus de ça, tu utilises de l'eau dans les vignes, compliqué, quoi. Sauf si tu arroses à l'eau de pluie. Oui. Mais je pense qu'il en faut quand même pas mal. Hein. Ouais. Parce que pour 15-20 hectares, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, je suis peut-être un peu ambitieux là. Mais oui, l'eau de pluie, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas sur des tout petits domaines. Je pense qu'il y en a d'ailleurs qui le font, hein, peut-être. Ça descend à combien de mètres un pied de vigne ?
Bah justement, alors quand on travaille, qu'on appelle en conventionnel, quand tu as ton sol qui est mort en fait, qui est plus vivant, les vignes, les racines, elles ont tendance à faire comme ça et à rester en surface. Ok. Alors qu'un sol vivant, justement, les vignes, elles vont rechercher la profondeur pour la fraîcheur et aller après sur la roche-mère qui peut être à 2-3 mètres, quoi. Donc ça peut descendre vraiment jusqu'à 2-3 mètres au sous-sol, quoi. Donc c'est là où vraiment on parle de notion de sol, de terroir. À Chablis, il y a des millions d'années, il y avait la mer. Dans le sous-sol, il y a des coquillages, des vieux restes de coquillages. Donc quand les vignes elles vont profondément dans le sol, elles vont capter ces coquillages-là et on peut le ressentir dans le vin. C'est ça qui est génial. Donc ouais, ça peut aller vraiment loin. 2-3 mètres, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà... Pour la déraciner, il faut y aller. Ouais, il faut y aller, ouais. Et du coup, les vignerons avec qui tu travailles, c'est des domaines qui sortent combien de bouteilles par an? Parce qu'en fait, on ne se rend pas trop compte des quantités de bouteilles qui sortent tu vois, sur des grands domaines qu'on trouve en grande surface. Les nombres de quantités de bouteilles sont astronomiques. Mais... Alors, je ne saurais pas dire exactement le nombre de bouteilles. Par contre, on parle beaucoup dans le vin d'hectolitres à l'hectare. C'est une sorte d'échelle universelle pour chaque appellation. Donc, une appellation, donc, c'est une zone géographique dans laquelle doit avoir tel type de cépage. Par exemple, je prenais l'exemple de Chablis. Donc Chablis, c'est une appellation qui est en Bourgogne, à côté d'Auxerre. Et Chablis, pour avoir l'appellation Chablis, donc c'est dans une zone géographique avec limitée à un certain nombre de villages. Et il n'y a que du chardonnay qui peut être poussé sur cette appellation-là. Donc ça veut dire que si tu as des vignes autres que chardonnay, même si tu es sur la zone d'appellation Chablis, tu sors de l'appellation. Donc chaque appellation a un cahier des charges précis. Et un des facteurs de devoir respecter le cahier des charges, c'est le nombre d'hectolitres à l'hectare. Dans les vins conventionnels, pour la grande distribution, ça peut aller à 100, 150 hectolitres à l'hectare, donc ce qui est énorme. Et moi, les vignerons avec qui je travaille, en fonction... eux, ils aimeraient bien le faire le maximum. Et en fait, il y a un équilibre entre plus tu fais d'hectolitres à l'hectare, mieux, plus tu as de vin, donc mieux c'est. Mais aussi... plus tu as de raisin, plus c'est dilué aussi. Donc ils essaient d'avoir toujours un bon équilibre entre le bon nombre d'hectolitres à l'hectare pour avoir suffisamment de vin, mais il ne faut pas que ça soit trop dilué non plus. Et donc moi, mes vignerons, ça va entre 2 hectolitres à l'hectare quand c'est très catastrophique et qu'ils ont gelé sur toute une parcelle et qu'ils n'ont eu aucun raisin, jusqu'à 40-50 hectolitres à l'hectare. Donc ça peut être la moitié moins que des domaines qui travaillent en conventionnel ou pour de la grande distribution. De toute façon, tu le vois, moi les vignerons avec qui je travaille, ils sont amoureux de leur terre, ils sont amoureux de leur vigne. Eux, ce qu'ils veulent faire, bien sûr, c'est quand même de gagner leur vie, mais tu vois qu'ils font aussi en sorte d'avoir les plus beaux raisins possibles pour pouvoir faire du vin. Et tant pis s'il faut couper un peu de raisin ou s'il faut avoir moins de raisin par pied ou s'il faut bourgeonner un peu plus. Et donc du coup, ça a un gros impact sur ton vin après. Les vins, vraiment, les vins que vous achetez en supermarché, il faut imaginer qu'ils doivent faire une quantité énorme de vin, donc énormément de raisins. Ils peuvent aller donc jusqu'à 100 hectolitres à l'hectare, voire plus. Donc tu as des raisins qui sont parfois pas mûrs, qui sont dilués, qui n'ont pas de goût. Du coup, tu rajoutes des levures. Ils rajoutent des levures pour faire fermenter leur raisin. Donc, c'est des levures sélectionnées chimiquement qui peuvent parfois donner du goût. Tu peux sélectionner telle levure. Tiens, j'ai envie de donner un petit peu le goût de pêche à mon vin. Hop, je sélectionne cette levure qui veut faire fermenter ton vin. Tu peux ensuite ajouter du sucre parce que plus c'est dilué, moins tu as de sucre. Donc, moins ça donne des degrés d'alcool. Parce qu'il faut 17 grammes de sucre pour faire 1 degré d'alcool. Ils peuvent rajouter du sucre. Ils peuvent, donc ce que je disais, acidifier parce qu'ils se disent là c'est un peu plat, je vais donner de l'acide un petit peu mettre de l'acide un peu dans mon vin. Et en fait, du coup, après, tu as un vin qui est complètement modifié et voilà, ça n'a plus d'intérêt. Et après, du coup, ils protègent ça en sulfite dans des quantités monumentales. À la fin, c'est mal de crâne assuré, sans aucun goût, acide, mais pas la bonne acidité. La fausse acidité. Donc oui, moi je travaille avec des domaines qui n'ont pas forcément beaucoup de bouteilles. C'est d'ailleurs tout le travail qu'on a, nous les cavistes, c'est de trouver en même temps des domaines qui ont un peu de bouteilles, qui travaillent proprement
et en même temps qui fassent bien et en même temps qui fassent du volume. Et j'ai des domaines avec qui je travaille, j'ai 12 bouteilles par an et ciao basta. Parce qu'ils sont tellement connus, ils sont tellement demandés que si tu leur dis non, c'est ciao, t'en auras jamais, quoi. Donc il y a des domaines comme ça, ouais, où t'en as 12, 18, 24 bouteilles par an et t'es chanceux. C'est comme ça, hein. C'est parce que c'est les petits domaines où ils ont... Après, là aussi, malheureusement, en France, sur ces derniers millésimes, enfin, ces dernières années, ça a été compliqué. À part là, en 2022, où, de manière générale, ça a été une année où il y a eu de la quantité et de la qualité. 2021, c'était catastrophique. Il a eu beaucoup de gel au mois d'avril. Il a plu tout l'été, donc maladie sur maladie sur maladie. 2017, catastrophique. 2020, il a fait très très chaud. 2019, il a fait hyper froid. Il y a eu un gros coup de gel et de la grêle dans certains endroits. Enfin, donc, du coup, j'avoue, les vignerons, ils ont bien pris cher ces dernières années. D'où aussi l'augmentation des prix. Mais, et maintenant, d'où aussi le fait que nous, on soit... contraint, on n'a pas énormément de bouteilles, quoi. Et du coup, pareil, il y a une question que moi j'avais, c'est que tu vois, aujourd'hui tu vas en grande surface, quand tu achètes une marque comme ça qui me vient parce que quelqu'un de chez moi en consomme de temps en temps, tu te dis vas-y, moi je vais acheter un Ubi 4, mais tous les ans le Ubi 4 il a le même goût. Oui. Mais toi ici, tous les ans, une fois que tu as écoulé ton stock, ça existe, c'est fini, quoi. Terminé, c'est le millésime qui parle. L'Ubi, tu prends l'exemple, oui, c'est devenu une marque de vin, c'est un des plus gros domaines en France. Et oui, ils ont un peu comme les marques en champagne où ils ont créé un goût. Le consommateur, quand il sait qu'il va boire de l'Ubi numéro 4 ou numéro 1, ou il va boire un, je sais pas moi, en champagne, un Deutz ou un Mumm ou comme ça, il sait qu'il va avoir tel goût et il veut pas en changer. Tu vois, quand tu manges un Snickers, tu veux avoir toujours le même goût du Snickers, ce qui est normal. Mais du coup, c'est des produits chimiques et voilà, et c'est un peu le même, pour moi, un peu le même délire dans le vin. Donc là, tu mets pas en avant ton terroir ou le sol ou le millésime, c'est vraiment toujours le même goût. Après, voilà, si tu aimes bien le goût l'Ubi numéro 4, tant mieux, c'est trop bien, parce que du coup, tu as toujours le même vin, quand tu l'ouvres, tu sais ce que tu as, et voilà, au moins, tu n'es pas dépaysé, donc ça, c'est très bien, hein, comme quand tu ouvres un Coca. Mais moi, là, l'idée, c'est pas de vendre du Coca, quoi. Donc, j'aime me dire, le vin, il est différent en fonction de l'année, en fonction du travail. Tu vois, là, je parlais du millésime 2021, c'est vraiment une année à part. Il a fait vraiment très, très froid, contrairement aux autres années. Il a énormément plu. Du coup, c'est beaucoup de vins qui ont beaucoup d'acidité. C'est comme ça, en fait, hein. Les vignerons avec qui je travaille, ils veulent pas modifier ça. Ils savent que c'est une année à part. On aime ou on n'aime pas. Notamment, tu vois, là, une appellation qui est très connue ici, qui est Saint-Joseph, qui est une appellation juste au sud de Lyon. Là, voilà, moi, je sors des Saint-Joseph à 11,5, 12 degrés d'alcool, ce qui est... Maintenant, c'est inimaginable, c'est rarissime. Normalement, c'est 14, c'est 13,5, 14 degrés. Et c'est rond, c'est puissant. Là, tu as de l'acidité. C'est un vin qui est différent cette année. Donc, c'est parfois plus compliqué pour moi à le vendre parce que y a des gens qui aiment cette rondeur dans les Saint-Joseph. Moi, je le vends à d'autres types de personnes. C'est pour d'autres types de moments aussi. Voilà. Et c'est un challenge aussi, mais j'aime bien ce côté-là. Parce que tu fais en fonction de ta météo, en fonction de ce que les raisins te donnent aussi. Moi, je trouve ça... Et ce que la vigne te donne, je trouve ça beau, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Et du coup, c'est un peu... ça crée un peu pas l'urgence, mais si tu la prends pas cette année, tu la goûteras jamais. Oui, il y a ce côté-là, ouais. Et pareil, du coup... parfois je fais face aussi aux déceptions des clients quand ils ont adoré tel vin, hop, on passe sur un nouveau millésime, c'est pas exactement le même profil. Mais ça, c'est mon rôle aussi, et c'est pour ça que tu viens chez un caviste, c'est pour être conseillé, pour avoir des informations, ce que tu n'as pas dans les supermarchés. Et voilà, et quand tu expliques aux gens, les gens, de toute façon, ils comprennent, hein. Moi, voilà, je vends des vins naturels. Dans les vins nature, parfois, il y a un petit peu de gaz parce que les vignerons préfèrent protéger leur vin avec un petit peu de gaz naturel qui a été créé pendant la fermentation plutôt que de rajouter des sulfites, du soufre. Donc voilà, si je l'explique, je dis quand vous allez ouvrir, vous allez avoir un peu de gaz comme s'il était pétillant, mais vous inquiétez pas, c'est pas un défaut. Si ça vous embête, vous le mettez en carafe ou vous l'ouvrez bien, ça va partir. Voilà, c'est mon rôle, mais c'est ça qui est génial. Et donc du coup, on en revient à la question que je t'ai posée tout à l'heure en off, mais ouais. Donc tu goûtes quasiment tout. Ouais, franchement là, je regarde un petit peu.
Peut-être qu'il y a peut-être 2 bouteilles que j'ai pas goûtées parce que je viens de les recevoir et que il y a certains domaines où tu peux pas forcément goûter avant. Ils t'envoient le nouveau millésime et c'est le genre de domaine où si tu dis non parce que t'as pas goûté, bah t'en auras pas l'année d'après. Donc il y a peut-être peut-être 2-3 bouteilles où j'ai pas goûté, mais franchement, ouais, sinon j'ai toutes goûtées. Hein. Mais c'est la meilleure partie du travail aussi. Hein. On n'a pas un métier facile. Quand t'aimes bien le vin, j'imagine que c'est la meilleure. Mais du coup, ça veut dire que sur les 6 bouteilles qu'ils t'envoient, t'es obligé d'en craquer une pour le goûter. C'est compliqué, ouais. Compliqué. Du coup, là, faut la partager avec des gens, quoi. C'est ça, ou après, non, tu l'ouvres pas, mais tu demandes au vigneron, alors, c'est quoi le profil cette année, et puis voilà. Mais ouais, tu peux te fier à ce que lui te dit en termes de... Ouais. Ah bah si tu te fies pas avec celui qui a fait le vin, tu peux te fier à personne. Hein. Ah ouais, le vigneron, il faut s'imaginer que lui, il a créé le vin. Enfin, il a vu sa vigne évoluer tout au long de l'année. Puis après, il a vu ses raisins, la qualité de ses raisins. Puis après, il a vu la qualité de sa vinification, comment goûter les jus pendant la vinification. Puis comment il goûtait pendant l'élevage. Un vigneron, ça goûte presque tous les jours ses vins pour voir comment ça évolue. Donc, ouais, au bout d'un moment, quand ils mettent en bouteille, parce que c'est eux qui décident de quand ils vont la mettre en bouteille, je pense qu'ils connaissent un peu leur vin. Ouais. Donc quand ils me disent, ouais, tu vas voir, c'est un peu comme ça, je dis ok. Ouais, non, tu peux te baser... Tu peux te fier au vigneron, ouais. Donc les gens, souvent, ils viennent ici et ils disent, c'est quoi votre vin préféré ? Tu fais quoi ? Ils me demandent à moi ? Ils te disent à toi, ouais, là, comme ça, vous conseillerez quoi ? Votre vin préféré ici, c'est quoi ? Alors, j'ai pas de vin préféré puisque ça dépend énormément du mood dans lequel je suis aussi. Tu vois, j'ai des moments, tu vois, il y a des moments où je me dis, en ce moment, j'ai plus envie de boire de blanc, j'ai plus envie de boire de rouge, plus envie de boire de bulle en fonction de la météo. Et puis, tu vois, en ce moment, voilà, celui qu'on est en train de boire, j'adore. C'est mon vin blanc, ça va être mon vin blanc d'été, tu vois, ça c'est bon pour les gens qui voudraient trouver cette bouteille s'ils peuvent la trouver. Ouais. C'est voilà, Antoine Delaunay, un jeune vigneron qui est dans le Muscadet, qui est une appellation à côté de Nantes. Ça, c'est le cépage, c'est la Folle Blanche. C'est un cépage qui est très peu connu, qu'on utilise du coup vraiment dans cette partie-là de France, vraiment entre l'Atlantique et Nantes. Hein. C'est vraiment un cépage qui adore la mer. Donc il y a des sous-sols un peu marins, donc tu as un côté un peu iodé, un peu salin en bouche. Et qu'on utilise aussi un peu dans le sud-ouest pour faire de l'armagnac. Et donc voilà, moi j'adore quoi. Ça fait 10,5 en degrés d'alcool. Il va faire chaud cet été, on le sait. Hein. Tu bois ça là, pour l'apéro avec les copains, c'est génial. Hein. J'avoue, quand on l'a ouvert là bien fraîche, c'était la folie. Ouais, c'est top. Donc voilà, donc j'ai pas de vin préféré. J'ai des attraits bien sûr. Je préfère certains cépages à d'autres cépages, donc certains raisins à d'autres raisins. Puis c'est vrai qu'il y a certaines régions de manière générale que je préfère. J'adore le Beaujolais par exemple, qui est une région sous-cotée. Mais ça c'est mon style de vin. Hein. J'aime bien les vins un peu légers, qui se canonnent facilement. T'es pas obligé de manger quelque chose avec, tu vois. Que le Bordeaux par exemple, qui sont pas à mes goûts en fait. Hein. C'est peut-être presque trop puissant. Enfin c'est le Merlot, le Cabernet Sauvignon, c'est pas mes cépages. Donc voilà, donc tout dépend. Donc quand on me demande un peu mon vin préféré, je dis mon vin du moment c'est celui-ci. Moi en fonction de mon dernier coup de cœur par exemple. Je me dis, ça c'est génial, allez-y, en ce moment ça goûte du feu de Dieu. Et est-ce que les vins naturels et tout, c'est des vins qu'on peut faire vieillir ? Ouais, alors on me pose souvent cette question. Et oui, parce qu'en fait on a une sorte un peu de regard comme c'est pas protégé, on peut pas le faire vieillir. En fait, c'est complètement faux parce que ce qui fait vieillir le vin, enfin ce qui fait garder le vin dans le temps, pour le blanc, donc c'est l'acidité, c'est la minéralité, c'est vraiment c'est ça qui fait garder le vin. Et en rouge, c'est les tanins et aussi l'acidité. Donc, en blanc, si tu as un vin qui n'a pas d'acide, enfin qui n'est pas acide, tu pourras pas le faire garder dans le temps. Et pareil pour le rouge. Ce qui différencie la garde d'un vin nature d'un vin qu'on va dire classique, c'est il faut mieux garder le vin. C'est un vin qui est plus sensible à la lumière, à la variation de température. Il faut mieux le garder, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir toujours une température constante, à l'abri de la lumière, couché bien sûr, avec le bon taux d'humidité, parce qu'il y a pas ces sulfites qui protègent aussi le vin. Donc c'est tout à fait possible de garder du vin nature, mais il faut mieux le garder. Voilà. Moi j'ai déjà bu des vins nature de 20 ans qui étaient incroyables. Et pourquoi il faut coucher un vin pour le garder ?
Parce qu'il faut que le vin touche toujours le bouchon. Si le bouchon n'est plus en contact avec le vin, le bouchon va se sécher et du coup perdre toutes ses qualités de ce qu'on veut dans un bouchon, c'est-à-dire que de maintenir enfin protéger le vin de l'air. Il faut qu'il y ait toujours un petit peu d'oxydation, mais très très légère. Là, il va se sécher, donc il va se rétracter et du coup, il va laisser plus d'air et donc il sert plus à rien. Je me suis toujours posé la question et je ne savais pas pourquoi, mais ok, voilà. Donc il faut que ça touche le bouchon. Okay. Voilà. Là, on est sur une énorme pluie. Ah ouais, c'est bien ça. Je me disais, j'entendais un truc dans le casque, mais ça pleut de ouf. Là. Ouais, grave. C'est bien, ça va faire venir des clients, ça. Ouais. Ils vont venir se mettre à l'abri. Mais bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, la bonne pluie, là, c'est bien, là, les vignerons. Tant que ça reste que de la pluie et pas de la grêle, c'est parfait, là. Ouais, parce qu'il ne faut pas que ça abîme. Ah bah la grêle, c'est dévastatrice. Parce que parce que ça arrache le vin. Ah, ça arrache oui, ça arrache tout. Hein. C'est hyper violent. Ça, en fonction en plus de la taille de la grêle, c'est en 5 minutes, t'as un gros coup de grêle, ta vigne elle est arrachée, quoi. Et là, t'as perdu un an, quoi. Parce qu'en fait, la vigne, ce qui est incroyable, c'est que c'est une battante, c'est une combattante, la vigne. Mais elle va refaire repousser d'autres grappes. Mais ça ne sera pas une grappe aussi qualitative que ta première, en fait. Et non, c'est impressionnant. Et ça donne du raisin au bout de combien d'années, un pied de vigne? Alors, quand on plante un pied de vigne, légalement, tu ne peux pas vendre ton vin avant 3 ans. Ok. En général, la première année, elle donne rien. La deuxième année, un tout petit peu, mais on a choisi 3 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir de 3 ans, ça pouvait être bien, consommable. Bon. Du coup, mais tu peux acheter des pieds de vigne qui sont déjà vieux? Ou c'est compliqué parce que... En fait, tu me diras, pour le sortir, c'est un peu... Bah oui, ouais, non, quand tu as des très vieux pieds de vigne, autant les laisser là où ils sont, ça n'a pas de sens. Non, quand tu plantes des jeunes vignes, enfin quand tu replantes, parce que bien sûr, du coup, ta vigne, elle vieillit, et au bout d'un moment, elle donne plus rien, donc tu l'arraches, et tu replantes avec des jeunes vignes, parce que tu vas pas replanter avec des vieilles vignes d'un autre endroit qui donnent pas forcément beaucoup de raisins. Non, ouais, tu replantes avec des jeunes vignes, mais je me suis jamais posé cette question de est-ce qu'on replantait avec des vieilles vignes, j'ai jamais vu ça. Non, mais tu vois, quand je dis vieilles vignes, c'est, je sais pas, d'acheter un pied de vigne qui a 5 ans, que tu peux racheter, tu vois. Ah, ouais, 5 ans, ouais, non, en général, bon, c'est quand même beaucoup plus facile, plus simple de planter une vigne. En fait, il faut voir comment est une vigne quand elle n'est pas plantée, parce que... Et après, c'est logique, quoi. Quand elle n'est pas plantée, enfin une jeune vigne qui n'a pas encore été plantée, les racines, c'est comme quand tu plantes des légumes, enfin je veux dire tu vas pas arracher je sais pas moi, un pied de courgette pour replanter dans un autre endroit, tu plantes des comment on appelle ça, des boutures, c'est plus facile. Et du coup, les vignerons, ils font des boutures de leur propre vigne? Oui, justement. Alors ça, c'est la différence entre sélection clonale et sélection massale. Donc que de termes techniques, mais c'est la folie furieuse, le vin, en fait. Ah, c'est un monde, hein. Hier, il y a un copain qui est venu à la cave et il est arrivé au moment où il y avait un copain qui était là et d'autres mecs passionnés de vin. Et on a parlé pendant 25 minutes de pinard à fond. Je te dis, le côté passionné, tu vois. On pourrait presque nous inviter le mercredi soir pour parler de notre passion, tu vois. Et lui, c'était trop drôle, il écoutait, mais tu sais, je pense qu'il devait se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi, tu vois. Parler de carbo, tu vois, de macération carbonique. Il se dit, mais pourquoi ils disent carbo? Qu'est-ce que ça veut dire, carbo? Enfin bref. Que viennent faire les pâtissiers? Oui, c'est ça. Donc oui, en fait, dans les années 70-80, on a voulu, il y a eu un moment où on a dit, on va faire une grosse exploitation de la vigne, on va essayer de faire le plus de volume possible pour devenir... Il y a eu, en fait, c'est arrivé, il y a eu tout ce qui est engrais chimiques, pesticides. En gros, il y a des lobbies de produits chimiques ils sont allés voir les vignerons, ils ont dit, vous en avez pas ras-le-bol d'aller travailler avec votre tracteur, là, d'aller travailler vos vignes à la main, là. Est-ce que vous voulez pas utiliser notre produit, si vous voulez, comme ça, vous avez autant de rendement, voire plus. Et en plus de ça, vous restez chez vous. Donc en fait, dans les années 70, c'était l'expansion énorme de ces produits-là. Donc on a dit, il faut faire du rendement. On a dit, si vous voulez, on prend votre pied de vigne, une bouture de votre vigne, et on va la cloner pour avoir exactement la même vigne. Comme ça, c'est parfait, c'est facile. Et on va le développer comme ça. Donc on va faire de plus en plus de vin, rendement.
Et maintenant, aujourd'hui, on se rend compte, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu as un pied de vigne maintenant qui est malade parce que telle ou telle maladie, ce cépage-là est sensible à telle ou telle maladie, bah, elle se répand dans tout le vignoble parce que tu n'as que cette vigne-là qui a été clonée et du coup qui est méga sensible à telle ou telle maladie. Et puis d'autres qui ont dit, bah non, on va faire une sélection massale, ça veut dire qu'on va utiliser ces vieilles vignes qui sont dans cette parcelle-là, on va la replanter avec, dans la même parcelle parce qu'on a exactement la même vigne qui vient exactement du même endroit, qui connaît ce terroir. C'est plus long, c'est plus lent, ça produit peut-être moins et c'est souvent beaucoup plus qualitatif. Donc maintenant, les grands domaines, hein, les domaines qui vendent des vins incroyables font des sélections massales. Donc ça veut dire des sélections de tes propres vignes et de les planter aux mêmes endroits. Au lieu d'aller sélectionner une sélection clonale que tu as été achetée dans un laboratoire. Voilà. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que des fois, les vignes, après, elles donnent plus. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, parce qu'en général, on se dit les arbres fruitiers, après, du coup, je sais pas si c'est considéré comme un arbre, du coup. C'est une plante. C'est une plante. Ouais, c'est une plante. Donc du coup, au bout d'un moment, en fait, elle est trop vieille, elle donne plus. Voilà, elle est trop vieille, elle donne plus. Alors, je saurais pas te dire tel ou tel cépage donne, enfin telle ou telle vigne donne autant d'années, c'est pas comme ça. Je pense que c'est en fonction d'aussi comment elle a été martyrisée tout au long de sa vie. Mais il y a des vignes, il y a quand même des cépages qui sont plus résistants et qui vieillissent beaucoup plus longtemps que d'autres cépages. Mais tu vois, ouais, moi je vends des vins, il y a des vignes qui ont plus de 100 ans. C'est incroyable. Quand même. Oui, c'est pas genre au bout de 10 ans. Ah non, ouais. Le terme vieille vigne, on le voit souvent d'ailleurs sur les bouteilles. Il n'y a pas de législation par rapport à ça. Pour certaines personnes, vieille vigne, c'est 15 à 30 ans, d'autres, c'est 50 à 70. Donc déjà, ne vous fiez jamais à ça, vieille vigne, en disant « Ah, c'est des vieilles vignes, c'est plus qualitatif ». Non, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas... ouais, à partir de 50-60 ans, ça commençait déjà à être des sacrés machins, les trucs. Hein. Les troncs, là, ils sont comme ça, quoi. C'est énorme, il faut aller dans les vignes pour le voir. Et ouais, c'est beau, quoi. Quand tu te dis qu'il y a des vignes qui ont plus de 100 ans, qui ont connu les deux guerres, c'est ouf, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, quand tu y penses, ouais. Et ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est incroyable. Elles en ont vu passer, quoi. Elles en ont vu passer des choses. Donc c'est beau, ouais. Donc oui, par contre, à un bout d'un moment, quand elles produisent plus, bah... C'est bien joli tout ça, mais il faut quand même que la vigne produise du raisin. Donc, ouais, du coup, ça veut dire que les vignerons, ils doivent quand même anticiper de se dire, ok, ça commence à avoir du mal, donc il faut planter des nouveaux pieds. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut les anticiper, parce que tu peux pas te dire, je les arrache et je plante un nouveau, parce que du coup, le temps qu'elles redonnent, ou aussi tu te dis, tu as plusieurs solutions. Soit tu fais au fur et à mesure, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Soit tu te dis, cette parcelle-là, j'ai 90% de vieilles vignes qui commencent à plus rien donner. Bon, j'arrache tout d'un coup et je recrée une nouvelle parcelle de jeunes vignes et puis ça sera pour une autre cuvée ou ça ira dans telle ou telle cuvée, enfin voilà. Mais oui, il faut quand même l'anticiper, quoi. Et malheureusement, avec des maladies, parfois, tu le prévois pas et il y a certaines maladies qui tuent la vigne et ciao, quoi. C'est ouf. Ouais. Il y a beaucoup, pas mal de maladies, malheureusement, c'est compliqué, quoi. Mais du coup, entre les conditions météo, les différentes maladies, la manière de faire, les assemblages, enfin en fait c'est quand même une science de fou furieux en fait. De ouf. Nous on se dit ouais on prend une bouteille comme ça, mais en fait l'arrière-boutique elle est incroyable. Je pense que on parle quand même beaucoup du prix du vin, hein, forcément. Le vin maintenant ça coûte cher, enfin de plus en plus, surtout sur ces derniers millésimes à cause des faibles récoltes. Mais je pense qu'il faut aller une fois ou deux dans sa vie, peut-être faire une fois au moins les vendanges pour se rendre compte, parce que pendant 2 semaines aller couper du raisin c'est vraiment fatigant, toujours dans la même position, t'as mal au dos, t'en auras le bol. Puis après il faut s'enchaîner toute la vinification, puis après en fait t'as tout le travail à la vigne pendant toute l'année, c'est incroyable. Et moi je suis pas vigneron mais je le vois, hein, genre, je connais des vignerons et ça c'est vraiment un gros métier de malade. Il faut être vraiment pareil passionné je pense, et puis il faut avoir le cœur accroché avec là. En plus, je te dis, en 5 minutes, tu peux perdre toute une récolte suite à la grêle, au gel, tout ça. Donc ouais, c'est un métier un peu à risque, un métier vraiment, il faut s'accrocher. Mais du coup, je pense qu'en ayant travaillé ne serait-ce que 2-3 jours, tu peux te rendre compte aussi pourquoi le vin aussi coûte un peu cher. Il y a des vignes en plus qui sont pentues comme ça.
tu fais pas le malin. Ouais, non, c'est physique, hein. C'est un vrai métier. Puis après, il y a toute la mise en bouteille, la préparation et tout. Ouais, mise en bouteille. Bon, alors maintenant, beaucoup, hein, c'est fait par des embouteilleurs, enfin des professionnels qui viennent embouteiller tes vins, parce que t'as pas forcément de machine qui embouteille dans ton domaine, donc tu fais appel à un prestataire. Mais oui, non, mais il y a plein de phases très importantes pour faire du vin. Et une aussi très importante, et qui n'est pas forcément évidente pour les vignerons, c'est le commerce, parce que c'est bien beau de faire du vin, mais après, il faut savoir le vendre, quoi. Je pense qu'il y a plein de domaines et plein de vignerons qui font des super vins, mais qui sont pas vendus parce que en fait, ils savent pas comment s'y prendre, tu vois. Et donc ça, c'est aussi une autre partie du travail. Moi, on me demande souvent si un jour je voudrais pas être vigneron, tu vois. Et je me pose beaucoup la question parce que je me dis, t'as un côté, t'es dehors, quoi. Dehors, en fait, je me dis, pour un être humain, c'est génial d'être tout le temps dehors. T'es dans la nature, t'es au calme, t'es pas dans la ville. Ouais, en même temps, ça a des conditions parfois très difficiles et je sais pas si je suis fait pour... Enfin, c'est un métier d'agriculteur, quoi. Et je sais pas si je suis fait pour être agriculteur. C'est physique, hein. Ah ouais. C'est physique, ça demande une attention hyper Ah, puis forte. ouais, t'as pas tes week-ends. Enfin, je veux dire, entre guillemets, surtout quand tu travailles en bio, t'as une grande pluie qui arrive. Donc, qui dit pluie dit après mildiou, donc maladie de la vigne. Donc, après, il faut aller traiter naturellement. Mais après, t'as beau être dimanche... 15 août, même si c'est le 15 août, tu y vas quand même. Hein. Je veux dire, t'as pas de... Ouais, ah non, c'est pas un jour férié. Non, je vais pas travailler, c'est un jour férié. Non, si, tu y vas, quoi. Tu te donnes à fond. Hein. Ouais, de toute façon, c'est pour ça qu'ils habitent sur le lieu. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un métier à part, mais c'est un beau métier. Moi, j'adore discuter avec les vignerons. Moi, je les respecte énormément. Quand je vois un vigneron, j'ai peut-être aussi les grands yeux comme quand je vois une star de cinéma, pour moi, tu vois. Surtout qu'il y a maintenant, il y a des stars dans le vin. Quand tu les rencontres, t'es là, waouh. Genre qui ? Dans le milieu des vins nature, même, tu vois, le domaine le plus connu, la Romanée Conti, qui est un domaine qui est en Bourgogne, qui est vraiment peut-être, déjà qui est le domaine le plus cher, je pense, en France. Aubert de Vilaine, qui est alors, il est plus vigneron, il a 85 ans, même, voire peut-être plus maintenant, qui est le propriétaire du domaine. Mais je rêverais de passer une soirée avec lui et de lui poser toutes les questions possibles et inimaginables. Et bien sûr, en buvant une de ses bouteilles, si c'est possible. Tant qu'à faire. Hein. Ouais, pour moi, c'est des stars, ces gens-là. Tu vois, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui viennent de l'autre bout de la planète pour aller les voir, quoi. C'est incroyable parce que, surtout dans le milieu du vin nature, tu as des paysans. Je prends en exemple un vigneron qui s'appelle Pierre Auvernois, qui est dans le Jura. Lui, là, il s'approche aussi des 90 ans. Je suis déjà allé 2 fois chez lui. Il t'accueille chez lui. Ces trucs, sa maison, elle n'a pas bougé des années 80. Tu vois, la maison de grand-mère qui sont un peu vieux et tout. Tu sais, c'est un mec qui est né dans cette maison, qui va mourir dans cette maison. Il a le même lave-vaisselle depuis les années 90, tu vois. Il allume encore la plaque de son gaz avec le briquet, quoi, tu vois. Et lui, il fait juste du vin nature depuis les années 70. Il a toujours fait comme ça. Il fait du vin parce que ça lui fait plaisir et parce qu'il a un peu de vigne et voilà. Ça se revend 10 fois, 100 fois le prix en Asie, aux États-Unis. Il y a des gens qui sont prêts à venir des États-Unis ou par exemple du Japon pour aller le rencontrer dans son village paumé dans le Jura, quoi. Et c'est incroyable. Il y a des vignerons qui sont invités dans des salons à New York pour présenter leur vin. Je me dis, c'est fou, quoi. T'es un paysan, tu sors très peu. Et hop, t'as ton agent, ton exportateur qui t'invite à aller à New York ou je sais pas moi à Tokyo pour présenter ton vin, c'est quand même fou, quoi. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Et du coup, quand on est caviste, est-ce que les gens se mettent une pression quand ils amènent une bouteille chez toi ? Quand ils m'amènent une bouteille à moi ? Quand tu les invites chez toi en off et ils amènent une bouteille, est-ce qu'ils ont une petite pression de se dire putain, du coup là on a... Alors, ils se mettent pas de pression parce qu'ils amènent pas de bouteille en fait. Ouais, la plupart du temps, la plupart du temps. En fait, et en même temps, c'est vrai, quoi. Je veux dire, moi, je sais pas, moi, je vais chez quelqu'un, il est pâtissier, je vais pas lui amener un gâteau au chocolat, en fait. Je me dis, lui, c'est son métier, il en a plein des gâteaux, autant qu'il nous fasse découvrir un truc, tu vois. Donc, moi, j'aimerais, tu vois, aller chez les copains qui me disent, tiens, j'ai une bouteille, je te la mets à l'aveugle, t'essaies de trouver. Moi, ça me fait marrer, ça. Mais non, la plupart du temps, c'est moi qui ramène le vin. Je pense qu'ils se mettent la pression aussi quand ils me font goûter un vin, ils se mettent la pression. Je pense que en fait au début j'étais un peu exigeant, j'étais un peu trop exigeant, j'étais un peu con, je disais ouais ça c'est pas bon, il faut arrêter machin. Maintenant j'ai appris à
à me détendre par rapport à ça. Non, j'aime bien j'ai envie qu'il me fasse découvrir des trucs, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même moi. J'ai 3000 bouteilles dans ma cave, donc Ouais, il y a de quoi faire. il y a de quoi faire, il y a de quoi boire. Par contre, tous les gens avec qui je discute, enfin chez qui je vais ou qu'on invite, je les adore parce qu'ils ont une attention un peu particulière par rapport à ça. C'est un métier un petit peu, quand tu expliques ton métier, les gens ils sont là, ah, trop cool, t'es caviste, c'est génial, tu vois, en France, encore plus, tu vois, quand tu dis, ouais, je sais pas, je suis brand manager de je sais pas quoi, le machin, tu sais, ça veut rien dire, et les gens ils disent, ah ok, et tout. Moi quand je dis, ouais, je suis caviste, waouh, putain, trop bien. Donc c'est trop bien parce qu'ils ils ont souvent un peu d'attrait pour ça, ils me posent des questions, c'est cool, quoi, on peut se marrer, quoi. Et puis de toute façon, le vin, ça fait partie de partage, donc c'est aussi un lien social, quoi. Donc du coup, quand toi t'amènes une bouteille chez quelqu'un, ouais. t'aimes bien attendre ce moment où est-ce qu'ils vont goûter et voir leur réaction, s'ils apprécient. Ouais, moi je suis pas là en train de les étudier, mais je leur dis, en tout cas quand je ramène une bouteille, je dis bah voilà, ça c'est ça. Je vous ai ramené un petit blanc qui vient de là ou un rouge qui vient de là, machin. J'explique. Après, s'ils me posent des questions avec plaisir, sinon j'ai pas envie de leur faire un cours à chaque fois, quoi. Faut que ça reste. Parfois, il faut que ça reste simple. Il faut que ça reste un plaisir et qu'il faut pas se prendre la tête. Ça, je l'ai appris aussi au fur et à mesure parce que caviste, enfin en tout cas moi dans ma formation, on nous apprend à cracher. Il faut cracher, hein. Tu peux pas, quand tu as ton concours, enfin ton examen à la fin de l'année, si tu craches pas et que tu te fais choper à pas cracher, t'es disqualifié, quoi. Donc moi dans mon métier, j'ai appris à cracher. Je crache tout le temps, parce que j'ai des dégustations tout le temps. Quand je vais dans les salons, je peux goûter jusqu'à 60 vins. Donc si je crache pas, ça sert plus à rien, quoi. Ah ouais, et puis c'est dangereux. Donc ça m'est arrivé à un moment donné où je voulais absolument analyser tout le temps tous les vins, tout le temps. Il fallait, alors attends, est-ce que je peux essayer de trouver le terroir, le sol, machin, le cépage. Et puis il y a des moments, en fait, je me suis dit, non mais c'est bon, le vin aussi, ça reste un plaisir. Il faut pouvoir ouvrir une bouteille de vin, hop, la canonner et puis se faire plaisir, quoi. Donc il y a des moments où, quand par exemple on est entre cavistes, et là on aime bien se mettre des défis à l'aveugle et tout, c'est nos petits jeux, mais il y a des moments où, voilà, quoi, tu vois, comme ce midi, on se boit ça, on se prend pas la tête, ça va bien avec les sushis, quoi. Et c'est ça aussi le vin. J'ai appris à faire la part des choses. Est-ce qu'un vin cher est forcément bon? Est-ce qu'un vin pas cher est forcément moins bon? Il n'y a pas de vérité autour de ça. Non. Malheureusement aussi, il y a le prix du vin en fonction de la renommée de l'appellation, par exemple. En Bourgogne, maintenant les prix des vins, c'est devenu n'importe quoi. Mais aussi, c'est plus cher à la base parce que c'est quand même des vins exceptionnels. Donc quand c'est bon, c'est vrai que c'est exceptionnel. De manière générale, oui, un vin qui sera plus cher sera forcément, enfin pour moi, meilleur qu'un vin à 7 €, c'est sûr. Surtout dans la manière de comment travaillent les vignerons, là. Moi, je me dis, un vigneron qui vend sa bouteille de vin à 7 €, je ne sais pas comment il fait pour gagner sa vie, s'il travaille en bio, machin, qui réduit ses rendements. Donc, il y a aussi ça. Il faut que le vigneron puisse se payer. Et puis, il y a aussi, il y a la qualité, il y a le terroir qui fait que tu peux mettre ton vin plus ou moins cher. Moi, tu vois, ce que j'aime avec ce vin-là, c'est qu'il est pas cher, mais je prends un énorme pied. Parce qu'il y a aussi ça, c'est tu peux prendre du plaisir même pour un vin pas cher. Prendre pas de plaisir pour un vin pas cher, mais inversement, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai déjà ouvert des bouteilles de vin où c'était cher et j'étais énervé. Je me dis, mais putain, ça, ils vendent ça 35 €. C'est bon, mais jamais ça les vaut, ces 35 €. Mais de manière générale, on va dire 90% des bouteilles qui coûtent par exemple 35 €, oui, elles sont très bonnes, très très bonnes. Plus que des bouteilles à 11 €, c'est sûr. Mais il y a des moments aussi pour boire des bouteilles comme ça. Des grandes bouteilles de vin qu'il faut attendre. Après quelques années qui s'expriment parfaitement, ça serait dommage de les boire tous les jours, ces bouteilles-là. C'est ça qui est beau, c'est que parfois tu te fais un plaisir, allez, tu ouvres une belle bouteille, et là, waouh, tu passes un très bon moment. Bah, je suis content d'avoir attendu cette bouteille quelques années, d'avoir mis un peu le prix, et au moins je suis récompensé. Le pire, c'est quand t'es pas récompensé, et que le vin, en fait, il est moyen. Ça arrive malheureusement. Mais le prix du vin se fait quand même beaucoup à la base sur un peu la renommée de l'appellation, la renommée du vigneron aussi, parce que maintenant, il y a certains vignerons qui produisent des vins chers, qui se vendent, donc pourquoi il baisserait ses prix, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un débat, hein. C'est clairement un débat, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup goûter à l'aveugle, donc ne pas savoir ce que je bois, déjà pour pas être influencé par le prix, par l'étiquette,
Et pour me dire, bah tiens, je me dis, bah tiens, combien je mettrais pour cette bouteille-là. C'est marrant, c'est intéressant de faire ça, je trouve. Parce que là, vraiment, tu n'as que la qualité du vin que tu es en train de boire qui peut vraiment influencer sur le prix. Et là, toi, tu m'aurais mis cette bouteille-là à l'aveugle. Franchement, pour le plaisir que je prends, j'aurais mis 5-6 euros de plus. Et donc, c'est pour ça que j'adore cette bouteille, parce que elle vaut 5-6 euros de moins par rapport au plaisir que je prends, quoi. Donc, c'est ça qui est génial. C'est stylé. Et d'ailleurs, tu parlais d'étiquette, j'y avais pas pensé, mais dans les vins plus classiques, une étiquette, ça donne beaucoup d'indications. Mais là, quand tu regardes les étiquettes des vins, c'est des trucs funky de ouf. Notamment celle-ci, hein, en vrai. Tu vois, une étiquette toute bleue avec un ange. Enfin, tu vois. Ouais, en fait, légalement, sur une étiquette, tu es obligé de mettre la quantité, donc le 75 centilitres, 1,5 litre, le degré d'alcool et la provenance, enfin, mais au moins le département où il s'est produit. Okay. Enfin, où il est fait le vin, pardon. Parce que tu peux aussi acheter des raisins qui viennent ailleurs et les vinifier dans un autre département, par exemple. Ça, c'est possible. Ah. Mais en tout cas, légalement, tu es obligé de mettre en tout cas le degré d'alcool, la contenance et savoir si c'est une appellation ou pas. Donc, ça veut dire Chablis ou vin de France. Quand tu sors d'une appellation, tu es ce qu'on appelle en vin de France. Okay. Donc là, l'appellation, c'est Gros Plan du Pays Nantais. C'est une appellation qui, comme ça, dit comme ça, Gros Plan du Pays Nantais, ça donne pas forcément envie. D'ailleurs, c'est une appellation qui est hyper... quand elle est mal travaillée, elle est vraiment pas bonne. D'ailleurs, tous les gens qui habitent là-bas, ils me disent « Ouais, le Gros Plan, c'est le petit blanc torboyau que je mets pour faire la cuisine ou que je mets pour boire avec mes huîtres. » Et en fait, j'adore ces appellations-là parce que ça, quand tu travailles bien, après, tu as des vins simples mais bons, tu vois. Enfin bref. Donc légalement, tu es obligé d'avoir certaines choses, mais après, tu fais ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux sur tes étiquettes. Et oui, traditionnellement, les gens... ils se disent, pour vendre du vin plus facilement, c'est bien de mettre le nom du domaine, le nom de l'appellation, le millésime. Le millésime, c'est pas obligatoire, par exemple. Parce qu'il y a des vins qui ne sont pas millésimés, puisqu'il y a des assemblages de millésimes. Tu as le droit de faire ça, d'assembler, notamment en Champagne. Sauf que il y a une nouvelle génération de vignerons qui travaillent de manière naturelle, qui veulent essayer de sortir un peu de ces appellations, de ces cahiers des charges qui sont parfois un peu trop stricts, et qui se disent moi je fais ce que je veux en fait, et puis ça va me faire marrer, et puis je veux dire, il n'y a pas de règles, et c'est vrai que souvent c'est dans les vins bio et naturels que tu vois ça, quoi. Ouais, il y en a des terribles, hein. Ouais, hein. Moi je me souviens du coup la dernière fois qu'on est passé, on avait le facteur sur le vélo. Ouais, le facteur sur le vélo, ouais. Bah ouais, c'est trop bien. Elle est marrante, l'étiquette. Les noms et... Ouais, oui, ils se prennent pas la tête, mais parce que aussi ils touchent les vignerons qui font ça, ils savent très bien qu'ils vont vendre leur vin parce que soit ils sont connus et qu'ils sont déjà dans le milieu depuis longtemps et que ça marche déjà très bien, soit parce qu'en fait ils vendent leur vin pas aux particuliers, ils vendent aux professionnels, ils vendent aux restaurants, aux cavistes ou dans les bars. Et c'est après eux, il y a un intermédiaire, c'est-à-dire que c'est à eux de faire le boulot. Au final, les vignerons avec qui je travaille, ils font très peu de ventes à la propriété. Il y en a même qui se l'interdisent, qui disent je fais pas assez de vin pour les vendre à des gens qui viennent toquer à la porte. Et donc en fait ils se disent c'est pas grave que je mette un facteur sur un vélo et que je mette une étiquette un peu funky, moi ça me fait marrer, j'aime bien ça, dans tous les cas elle sera vendue la bouteille, donc moi je trouve ça bien, moi je préfère, de toute façon après moi je suis habitué maintenant, j'ai plus d'attrait, c'est vrai, moi quand je vois maintenant une étiquette très classique, c'est dommage de juger son livre à la couverture, mais c'est vrai qu'une étiquette très classique au final, de manière générale, t'as souvent un vin plus classique, plus conventionnel, moins vibrant pour moi. Et mais parfois, c'est bête de regarder que l'étiquette. Le plus important, c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur. C'est sûr. Et on avait goûté ici un vin pétillant. Un vin qui est un pétillant naturel. Ouais, et ça, je trouve que on n'en connaît pas trop. J'ai l'impression que les gens en consomment pas trop. Ouais. Et en vrai, c'est trop stylé à boire. Ouais, après ça dépend où t'habites, tu vois, à Paris maintenant c'est tellement connu, ils disent un pet-nat, tu vois, je bois un petit pet-nat quand t'es un bobo parisien, tu vois. Pétillant naturel, en fait, c'est une autre manière de faire du vin pétillant. T'as la méthode traditionnelle qu'on appelait avant la méthode champenoise, donc c'est tout ce qui est champagne, crément, tu vois, crément de Bourgogne, crément de Loire, crément d'Alsace. C'est une méthode de fabrication. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne sert à rien, mais la méthode ancestrale ou alors pétillant naturel, c'est une autre méthode de fabrication qui donne des vins plus simples, mais plus abordables, plus faciles, sans se prendre la tête, des petits pétillants
qui sont très agréables à boire l'été aussi. Je trouve ça génial. Oui, c'est vraiment des fines bulles. Ouais, voilà, il y a moins de barres, il y a moins de pression, donc souvent c'est des capsules. T'es pas obligé de mettre un vrai bouchon avec comment ça s'appelle ce truc autour là? J'ai perdu le nom. Un genre de cire là. Ouais, non, tu sais, dans les champagnes, il y a le... Ah oui, le truc en métal là qui sert. Oui, ouais, je perds tous mes mots là. Ça va pas. Bon, enfin bref, tu peux mettre qu'une capsule parce que tu as moins de pression, tu as moins de barres en fait dans la bouteille. Parce que tu n'as qu'une seule fermentation au lieu de deux par rapport à un crément ou un champagne. Et donc du coup, tu peux te permettre de mettre une petite capsule. Donc oui, souvent les bulles, elles sont un peu plus fines. Enfin, quand je dis fines, parce que c'est mal dit parce que au final, un champagne ou un crément sera quand même plus qualitatif. Vraiment, si tu as envie d'un vin complexe, tu vas en champagne, tu peux vraiment te prendre des grosses claques. Et la bulle, elle sera présente, mais elle sera très fine parce qu'elle est hyper complexe et qu'elle a été vieillie pendant longtemps sur l'âtre. Enfin bref. Alors qu'un pétillant, oui, tu as des bulles qui sont un peu plus présentes, mais elles sont... Il y a moins de gaz en fait. Donc du coup c'est une autre manière de consommer et ça marche de plus en plus ça, les pétillants naturels. Ouais. Là comme ça, moi j'ai plus de questions. Est-ce que y a des choses que tu penses qu'on n'a pas abordées et qui sont importantes Là, ce que je vais dire, c'est que forcément, je vais promouvoir un peu les cavistes, mais j'ai envie de dire, si c'est possible, essayez d'acheter un maximum les vins chez les cavistes plutôt qu'en supermarché, parce que à prix égal, vous aurez une qualité vraiment supérieure, vous aurez un conseil, et n'ayez pas peur de rentrer chez les cavistes. On a un peu cette image du caviste un peu vieillissant, où on a peur de rentrer parce qu'on ne veut pas dire de bêtises, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Allez-y, rentrez, posez plein de questions. On est là pour ça, on est passionné, on a envie de répondre aux questions. C'est cool, quoi. C'est un beau moment. Quand tu rentres chez un caviste, c'est pour t'acheter un bon moment. Donc, n'hésitez pas à rentrer chez les cavistes. Et si vous avez le choix, si vous avez la possibilité, en tout cas, de pouvoir acheter du vin chez les cavistes, eh ben, allez-y, quoi. Ouais, puis du coup, c'est aussi là, vous êtes là pour retransmettre ce que les vignerons vous ont transmis. Exactement. Donc voilà, il y a une vraie histoire derrière chaque bouteille, quoi. On fait le lien entre le vigneron et le client. Et c'est beau. Et puis en plus de ça, si vous savez pas quoi acheter, bah on est là pour vous aider, quoi. Donc ouais, j'ai envie de dire ça. Et alors à tous ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure pour devenir caviste, qu'est-ce que tu conseillerais de faire ou de regarder? Alors ouais, il existe plein de petites formations, même ça peut être des formations sur un jour, plusieurs jours, une semaine. C'est des formations maintenant qui sont en plus remboursées par la... Compte formation. Ouais, voilà, CPF là. Après, si c'est vraiment juste pour apprendre un petit peu, donc il y a plein de cavistes qui font des ateliers de dégustation. Si c'est pour avoir un premier, on va dire, une première approche sur le vin. Si vous avez envie d'approfondir un petit peu ça et vraiment découvrir et après même vous lancer professionnellement, bah voilà, hein, ce que je disais, être hyper curieux, goûter, aller voir les salons, faire beaucoup de salons de vin, aller rencontrer les vignerons, goûter, vous former et après en alternance, il y en a de plus en plus, ça se fait pas mal maintenant, être caviste en alternance pour commencer, en fait c'est pas mal. Et puis après, voilà, hein, de toute façon, c'est ça, hein, c'est avoir un attrait pour ça. T'as pas un schéma classique, t'as plein de schémas complètement différents. Et je trouve ça génial. Parce que je me rends compte que moi, dans ma formation, on était 12, et sur les 12, c'était 12 personnes en reconversion professionnelle, de 22 ans à 58 ans, tu vois. C'est génial. Et donc, ne pas de se dire, on change complètement de métier, revenir à quelque chose de peut-être plus concret, tu vois, de vendre du vin, être à la rencontre des gens, parler aux clients, c'est génial. Et donc ouais, ne pas hésiter à se former et puis goûter un maximum, quoi. Ça, c'est pas trop difficile. Ouais, si on en est là à vouloir se lancer dans ce milieu, c'est qu'on est forcément attiré et qu'on aime chercher pas la complexité, mais de bien comprendre, bien goûter le vin, quoi. Trop cool. Et voilà. Écoute, un grand merci. Non, merci à toi, hein, franchement. Et surtout, n'hésitez pas à passer dans la boutique, déjà pour prendre plein de conseils et découvrir plein de bonnes bouteilles. Ouais. Et aussi, du coup, des ateliers, dégustations. Exactement, ouais. Ça, c'est vraiment génial. On passe souvent un bon moment, on apprend plein de trucs et on se marre, quoi. Ça, c'est cool. Donc, on peut te retrouver sur les réseaux. Ouais, sur Insta,
J'ai un site internet sur Facebook, voilà. On mettra les liens à dispo Ouais, dans plaisir. la vidéo. Eh ben, un grand merci, Lucas. Merci à toi. Et à très bientôt. Salut. Ciao.